Il a été otage pendant 711 jours au Mali aux mains du JNIM, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. 2 ans après, il raconte sa captivité dans un livre. Prisonnier du désert, Olivier Dubois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste du Sahel, correspondant pour Libération, Le Point ou encore Jeune Afrique. Alors c'est une zone que vous connaissiez les tenants et les aboutissants, mais vous y êtes allé à Gao pour interviewer un chef djihadiste. C'est là que vous avez été enlevé le 8 avril 2021. Si c'était à refaire, vous le referiez? Non. Non. Non, 2 ans c'est long, non. Je le ferai autrement. Je le ferai certainement, mais autrement, pour mieux vous répondre. Alors on le dit souvent, un livre c'est thérapeutique. Vous avez passé 2 ans de captivité. Ça l'a été pour vous, thérapeutique? Oui, alors ça a été douloureux au départ et certainement thérapeutique. Enfin, je me sens soulagé de l'avoir fini et de l'avoir lâché. C'est un témoignage qui est qu'on peut retrouver. Mes enfants pourront le lire quand ils seront plus grands. Et puis moi, je pourrais parce que j'ai beaucoup de mal à me. Enfin, je l'ai pas encore vraiment lu en fait. Je le redécouvrirai dans quelques mois, certainement quelques années, mais parce que ça commence à s'effacer. Mais je suis soulagé de l'avoir fait. Alors justement, dans votre livre, on apprend beaucoup de choses sur le JNIM. Alors déjà, il ne faut pas leur dire que ce sont des terroristes, parce que ce sont les autres, les terroristes, à savoir l'État islamique ou même la force française Barkhane. Quelle est la différence entre Daesh et Al-Qaïda, selon vos geôliers, parce que vous avez eu l'occasion d'interviewer Alassane? Selon eux, c'est les méthodes. Al-Qaïda défend les musulmans et combat les païens. Daesh tue les musulmans selon eux et les pille, les vole, s'attaque à leurs droits. C'est la principale différence, mais elle est fondamentale pour eux. Et aussi, Daesh déforme la religion. Alors vous-même, vous les appelez Moudjahidine. Oui, je préfère. Mais même dans mes papiers, je les appelais Moudjahidine. Déjà. Terroriste est un peu un terme fourre-tout, c'est un peu compliqué. Alors, je parlais de cette interview parce que ce qui vous a fait tenir, c'est de vous rappeler chaque jour que vous êtes un journaliste et pas un otage. C'est faire en sorte, en fait, oui, de continuer à travailler, d'agir en journaliste, de se lever en ayant la volonté de découvrir des choses, d'obtenir des informations, s'occuper l'esprit et ne pas se laisser aller à la peur, au stress, à cette situation, en fait, qui peut vous gagner, vous envahir et puis vous rendre totalement oisif, totalement prostré. C'était pas possible. Non. Donc vous vous lanciez des défis, comprendre ce qui s'est passé lors de l'assassinat, par exemple, des reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Vernon en 2013 au Nord-Mali. C'était difficile de faire parler vos geôliers sur cette affaire, mais vous avez quand même réussi à glaner quelques informations. Alors, c'est une version qu'ils partagent tous. Ils sont tous au courant de ce qui s'est passé. Alors, au départ, évidemment, quand je commence à me renseigner, ils ne veulent pas m'en parler. Et ils disent que ce sont les Français qui ne savent pas ce qui s'est passé, mais eux savent. Voilà, eux savent. Eux, cette version, ils la savent. Et puis, j'arrive à la savoir aussi très rapidement quand même. Et oui, ce qu'ils me disent, en gros, c'est que c'est la faute de la France, c'est la faute des Français. À un moment, vous découvrez que vous étiez au même endroit que Sophie Petronin, Soumaïla Cissé, l'ancien ministre malien, ou encore Serge Lazarevitch. Qu'est-ce que ça vous a fait à ce moment-là de vous dire cela? Ça fait drôle. En plus, c'est un endroit un peu particulier avec un tunnel végétal qu'ils ont construit eux-mêmes où on peut planquer les véhicules. Et puis, ils m'ont montré les endroits. Donc, j'avais l'impression qu'on se passait dans un lieu où les otages ont l'habitude de passer. Je me souviens de cette phrase justement d'Alassane qui me disait, tu vois, cet endroit, il est stable, il a accueilli d'anciens otages, il en accueillera encore beaucoup. Et c'est vrai que c'était... Ça fait quelque chose. Hein, ouais. Alors vous êtes aux mains de djihadistes rompus au business d'otages. Il y a une organisation très méthodique pour vous garder. Mais quand vos très jeunes geôliers vous demandent si vous suivez la série Casa de Papel ou Game of Thrones, qu'est-ce que vous vous dites de ce qu'ils vivent? Je me dis qu'il y a un décalage quand même. J'ai l'impression d'être avec des jeunes comme des jeunes qu'on pourrait trouver chez nous, sauf que c'est pas la même musique qu'ils écoutent. Ils sont dans une bulle sur leur téléphone portable. Il y a que des applications pour lire le Coran. Il y a que des vidéos qui tournent en boucle sur le djihad. Le foot est remplacé par le ouzou des djihadistes. Ils le connaissent par cœur. Ils en parlent beaucoup. Les faits d'armes, etc. Ils sont totalement immergés dans le djihad, dans ce qu'ils font, et ils sont fans de ce qu'ils font. Ils ont vraiment ils croient vraiment, qu'ils servent Dieu en faisant ce qu'ils font. Vous étiez parfois enchaîné, des chaînes qui vous renvoient à ce qu'ont vécu vos ancêtres esclaves, comme si ça vous réveillait des mémoires transgénérationnelles. Ouais, c'était un peu bizarre en fait. Je me dis, mais c'est dingue, j'ai l'impression de vivre ce que certainement mes aïeux ont dû vivre à un moment. Et je trouvais ça totalement absurde, quoi. Totalement absurde.
Et les chaînes, ça a été un gros problème pour moi. C'est ce que j'explique dans le livre. Je n'arrivais pas à m'enchaîner moi-même. Parce qu'il nous balançait les clés le soir, et ça, c'était impossible. Impossible. Ah ouais, je préférais qu'il... Non, impossible. Alors arrive ensuite un deuxième otage sud-africain, et là, il y a une sorte de avant et après. Là, on est deux. Là, on peut s'épauler. Là, donc, on est plus fort. Et puis surtout, on peut avoir quelqu'un avec qui il y a un ping-pong intellectuel. Moi, je suis encore dans l'idée de m'évader. Et je pense que j'ai raté parce que j'étais tout seul, j'avais des incompétences. Et lui, il amène autre chose. On est totalement différents. Il est plus raisonné, plus calme. Moi, je suis en pleine... Je suis en révolution, quoi. Je suis en totale rébellion. Donc, il m'apaise aussi. Moi, j'amène un peu plus de rébellion chez lui. Dans tous les cas, voilà. On va faire équipe ensemble et ça va nous aider. Et un jour, votre tentative d'évasion marche, sauf que vous êtes rattrapé le lendemain. Voilà, alors elles ont, je dirais, quasiment toutes marché, mais je reviens parce que j'ai pas le courage d'aller plus loin. Enfin, il y a différentes raisons. La dernière marche, dans une tentative d'évasion dans ce type de situation, c'est trouver un véhicule en gros. C'est ça l'échappatoire. Je ne trouve pas de véhicule, j'en verrai un au matin, mais ça ne marchera pas. Et ils me récupéreront le lendemain matin. Alors, il y a cette mobilisation de votre famille, des associations, sur nos antennes de TV5 Monde également pour votre libération tous les 8 du mois, à l'instar de beaucoup de médias, dont RFI, que vous écoutiez, que vous geôliez, écoutez religieusement également jusqu'à votre libération le 19 mars 2023. Ça vous a aidé à tenir ? Ah oui, RFI, c'est le trait d'union, enfin la radio et RFI en particulier, c'est le trait d'union avec le monde. Moi, j'avais l'impression d'être sur une planète qu'on pourrait appeler captivité, avec un câble de liaison avec notre monde à nous. Et c'était, avoir des nouvelles de mon monde et puis avoir des messages de mes proches, surtout chaque 8 du mois. Ce qui était formidable. Et puis la boucle est bouclée quand vous réussissez à interviewer le chef djihadiste pour lequel vous avez été enlevé, comme une petite revanche, on peut le dire. Il y a un peu de ça. Une demi-revanche, parce que moi j'ai intrigué beaucoup pendant les 711 jours pour avoir le chef suprême, l'émir du Sahel, Yaga Grali. Et je pense, ça s'est pas fait, il y avait une confirmation, ça devait se faire, mais je ne me convertis pas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu le parler. Mais il fallait au bout, il fallait quelque chose d'inatteignable. Il fallait ça. Prisonnier du désert, édition Michel Lafon, livre sorti aujourd'hui donc sur les 711 jours de captivité d'Olivier Dubois. Merci Olivier Dubois. Merci à vous.